Bonjour à tous, je m'appelle Walter Thomas et je suis un chargé d'affaires innovation de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise. Je suis impatient de passer la prochaine heure avec vous pour discuter de la protection de vos savoir-faire contre la contrefaçon. Bien sûr, je ne suis pas seul, il y a un magnifique parterre d'invités qui est là. Donc, pour commencer, on a Camille Dis, qui est CPO Business et Marketing Manager à Egin. Bonjour Bonjour, Camille. bonjour tout le Et monde. alors, qui est de la Direction régionale des douanes et de droits en direct de Lyon à la cellule conseil aux entreprises du pôle action économique. Bonjour Laure. On a aussi, bien sûr, Cécile Gallet, chargée d'affaires propriété industrielle de la direction de l'action économique à la délégation Auvergne-Rhône-Alpes de l'INPI. Bonjour Cécile. Bonjour Walter. Et bien sûr aussi, mon collègue Roger Goschmidt, chargé d'affaires développement économique, lui aussi à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise. Bonjour à Eh tous. bien, ce que je vous propose est de quand même commencer juste un petit instant, une petite présentation de ce que c'est l'agence. Et je laisse mon collègue Roger commencer. Très bien. Écoutez, pour introduire un peu ce sujet, donc en collaboration avec l'INPI et donc la société Egin et bien sûr avec les douanes, je vais démarrer un peu la présentation de l'association de notre agence, donc Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, qui est une association sans but lucratif, qui est financée donc principalement par la région et entièrement consacrée à la dynamique de la réussite industrielle du territoire. Alors, nous sommes aujourd'hui présidés, en tout cas par deux personnes, qui sont Florent Ménégo, qui est le président de Michelin, ainsi que Laurent Wauquiez, donc président de région. Et notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leurs projets de développement économique pour ce qui concerne les entreprises industrielles et de services à industrie. Voilà, et je laisse la parole donc à Cécile pour la partie de Contexte général, merci Roger. contexte général, pardon. En Excusez-moi. fait, le contexte, on m'a invité Laure Pradon des douanes à se joindre à nous pour nous parler aussi de son regard éclairé sur la situation en France de la contrefaçon et un peu des enjeux qui sont liés à ces problématiques importantes pour l'économie de la France et puis pour d'autres aspects aussi, sécurité et santé publique parfois. Je laisse Laure démarrer le propos. Bonjour, merci de me laisser la parole sur ce sujet quand même très important, de la contrefaçon. Alors, je vais faire juste une présentation rapide du contexte. Je reviendrai tout à l'heure sur ma présentation complète sur comment on peut vous aider aussi. Mais le contexte est quand même important. La douane, elle est là aussi, alors pour vous aider, c'est ce dont on parlera tout à l'heure, mais aussi ça a vraiment une vocation de contrôle. Parce que les enjeux de la contrefaçon sont quand même assez importants. Vous avez des enjeux qui sont triples finalement. Vous avez des enjeux sur la sécurité et la santé. Alors, il faut quand même bien se dire, parce que la contrefaçon, on pense toujours aux marques de luxe, c'est pas vrai. La contrefaçon, c'est toutes les entreprises et tous les produits. N'importe quel produit peut être contrefait et n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille, peut être confrontée à la contrefaçon. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tout le monde peut être concerné par ce sujet. Donc, quand je vous disais qu'il y avait plusieurs difficultés, il y a effectivement un danger, parce que c'est clairement ce terme qu'il faut garder à l'esprit, un danger pour la sécurité et la santé. Il faudra arrêter de bouger on peut vous remettre juste sur les enjeux. Oui, juste un instant, en fait, il y a un petit lag dans les diapos. Donc, Voilà, il devrait... Oui, oui. voilà, là c'est parfait. Voilà. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que l'objectif en fait, des contrefacteurs, c'est de gagner de l'argent. Donc, en fait, on utilise les coûts minimums, pas de normes, rien, et l'objectif, gagner de l'argent. Donc, on fait de la mauvaise qualité, donc potentiellement dangereux pour la santé. L'autre point à bien garder à l'esprit, c'est qu'il y a une histoire financière, c'est-à-dire que tout ce que on ne commerce pas légalement, c'est des pertes financières pour l'État. Donc, pour l'État, avec ce que ça implique, moins
moins d'argent dans les caisses de l'État et moins de services donnés. Donc, c'est vraiment un risque financier étatique. Et aussi une atteinte à ce que je disais aux échanges commerciaux, c'est-à-dire qu'un commerce légal peut être mis à mal parce que voilà, certains pourraient aller vers de la contrefaçon. Après, il y a aussi ce problème d'innovation, puisque le R&D, c'est quand même une grosse partie de ce qui peut rapporter financièrement à l'entreprise. Et à partir du moment où vous avez des contrefaçons, cette innovation est finalement mise à mal et le coût que représente pour une entreprise la recherche et développement, voilà, peut partir finalement en quelque chose qui n'est pas productif et a des conséquences aussi sur l'emploi. Donc, j'avais mis juste les chiffres quand même pour faire une idée, hein, contextualiser. On avait 6 millions de pertes de ventes annuelles en France à cause des contrefaçons. Donc, ça, c'est les chiffres 2021. Et 37 339 emplois qui ont été perdus directement à cause de ça. Alors, juste, et là, je vais terminer sur ce propos de contextualisation. Je voudrais juste quand même qu'on comprenne bien, c'est souvent quelque chose qui n'est pas toujours perçu, c'est que la contrefaçon, c'est pas juste un sac à main, parce que je prends l'exemple des sacs à main, puisque c'est souvent, voilà, on a toujours cette image en tête du sac à main contrefait. Il faut bien se dire que les réseaux criminels, ils font de tout. C'est-à-dire que quand vous donnez de l'argent pour de la contrefaçon, il faut bien ne pas l'oublier, ce sont des gens aussi qui font du trafic d'êtres humains, de la drogue, des crimes. C'est pas juste un article contrefait dangereux pour vous, c'est aussi alimenter l'argent, voilà, alimenter ces réseaux criminels. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, la douane a un fort essaye de travailler au maximum justement avec l'INPI pour arrêter toutes ces contrefaçons. Voilà. Donc je pense pour que le contexte, voilà, Merci. Je vais m'arrêter là et je vais reprendre tout à l'heure sur comment on vous aide. Eh bien, on va laisser Cécile continuer sur Oui, la merci. partie. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment d'articuler à la fois les modes de protection juridique qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Donc là, effectivement, je vais vous parler un petit peu de la boîte à outils de la propriété intellectuelle et sur quoi vous allez pouvoir éventuellement bâtir vos portefeuilles pour pouvoir vous protéger et ensuite éventuellement agir. Mais c'est aussi des dispositifs techniques et c'est ça aussi qu'on va essayer de montrer au travers du témoignage d'Edgine et puis d'un certain nombre d'outils que la région aussi a mis en œuvre pour vous aider aussi à éventuellement mettre des dispositifs de traçabilité qui vont permettre aussi de se ménager des preuves et qui sont aussi des éléments essentiels pour pouvoir se défendre correctement face à ces copies qui peuvent être, comme l'a rappelé Laure, très préjudiciables pour l'activité économique de l'entreprise. Donc, côté propriété intellectuelle, on a une boîte à outils, en effet. On a à la fois la propriété littéraire et artistique qui permet de faire valoir ses droits d'auteur. Donc, on pense aux créations littéraires et artistiques, on pense aussi aux logiciels, on pense aussi aux bases de données. Ce sont des droits qui ne se formalisent pas par le biais d'un dépôt auprès d'un office national, contrairement à la propriété industrielle, mais qui nécessitent de se créer des preuves, des moyens de preuve de cette création pour faire valoir ces droits en cas de situation litigieuse. Côté propriété industrielle, c'est peut-être assez connu pour l'auditeur, mais on a bien sûr les brevets, les marques et les dessins et modèles. Ce sont des titres de propriété industrielle qui vont être délivrés par des offices de propriété intellectuelle et ces droits, évidemment, requièrent un dépôt auprès de ces offices. Et puis, troisième volet, c'est le savoir-faire. Donc là, on est sur quelque chose qui est parfois plus difficile à cerner. En tout cas, ça ne doit pas être divulgué. Il va falloir qu'il y ait une formalisation possible de ce savoir-faire pour pouvoir faire valoir ses droits sur ce savoir-faire. Et la protection qui va être là à mobiliser, c'est le secret. Et donc, pour ça, il va falloir, dans les contrats qu'on va pouvoir nouer avec des partenaires, engager leur confidentialité sur les éléments liés au savoir-faire pour pouvoir protéger celui-ci. Donc, si on peut passer à la diapo suivante, Walter. Un petit rappel des différents droits et de leur durée et des critères d'obtention de ces titres ou droits. On a le brevet qui est là pour protéger la solution technique qui va durer 20 ans, moyennant le paiement d'annuité. Et les critères pour obtenir un brevet d'invention vont être à la fois la nouveauté, l'activité inventive
et l'application industrielle. Pour les marques, on est sur une durée qui va être indéfiniment renouvelable. On fait un premier dépôt qui va durer 10 ans. Et au terme de ces 10 premières années, on va pouvoir éventuellement renouveler le titre en faisant une procédure de dépôt auprès de l'Office national. Et les critères d'obtention de la marque vont être la disponibilité et la distinctivité. Donc, pour obtenir une marque, il faut bien sûr vérifier au préalable qu'elle est bien disponible. Pour les dessins et modèles, on a une durée de 25 ans maximum et ce qui va intéresser pour la délivrance de ce titre, c'est que ça soit nouveau et que c'est un caractère propre. Et enfin, le droit d'auteur. Donc, le droit d'auteur, il est composé du droit moral et du droit patrimonial. Et donc, le droit patrimonial, c'est tout ce qui est lié à la reproduction de l'œuvre, va pouvoir durer 70 ans après la mort de l'auteur. Donc, les ayants droit vont avoir aussi des droits qui vont continuer post-mortem. Et c'est le critère de l'originalité qui va être pris en compte, donc la marque de la personnalité de l'auteur, qui va permettre de déterminer s'il y a droit d'auteur ou pas. Donc, je laisse Walter passer à la diapo suivante. Merci Walter. Voilà. Donc, pour les marques, c'est protéger les signes qui permettent d'identifier les produits et services de l'entreprise. C'est bien le signe de ralliement de la clientèle d'une entreprise vers ses produits et ses services. Donc, ça, c'est un point très important et c'est un titre qui va souvent être mobilisé dans les actions en contrefaçon. Les dessins et modèles, on est vraiment là sur la partie esthétique du produit, donc ça va être le design et c'est souvent maintenant un élément important pour les entreprises pour se démarquer, pour avoir un avantage concurrentiel de travailler le design de leurs produits. Pour les demandes de brevets, on est vraiment sur les créations techniques, donc problème technique, solution technique égale éventuellement brevet d'invention. Et puis, ce qui va être important ensuite, c'est le maintien en vigueur des titres sur la durée, tant que le produit est commercialisé. Donc, ne pas hésiter année après année de faire une évaluation de son portefeuille, savoir s'il faut le maintenir en vigueur, si les produits sont toujours commercialisés, éventuellement voir le chiffre d'affaires généré par ces produits et évaluer si il est toujours important d'investir ou pas dans la protection de ces produits. Et puis, pour qu'on ait des titres forts et bien valides au moment où on a besoin de les utiliser, il faut évidemment inscrire tous les événements qui peuvent affecter ce titre de propriété industrielle, comme par exemple une cession, comme une licence, comme un changement d'adresse. Tous ces éléments doivent faire l'objet d'une inscription auprès des registres nationaux gérés par l'INPI, donc Registre national des marques, brevets et dessins et modèles. Si tu peux passer à la diapo suivante. La stratégie de protection s'établit par rapport à des zones géographiques déterminées. Donc, en général, on peut commencer peut-être par faire une protection en France et on doit ensuite adapter sa stratégie de protection à sa stratégie commerciale au niveau international. Donc, les questions à se poser, c'est où sont les marchés de l'entreprise, c'est-à-dire où sont les pays producteurs, les clients, les concurrents, où on va avoir besoin de mettre en place des protections, être sûr que dans ces pays, on est en capacité aussi de faire valoir ses droits et de les défendre. Donc ça, c'est quelque chose qui doit se bâtir grâce à des démarches de dépôt auprès d'offices, soit nationaux directement, soit par les systèmes européens, ou soit par les systèmes internationaux. Donc là, c'est vraiment quelque chose que l'entreprise doit regarder aussi finement une fois qu'elle a déposé des titres au niveau France, comment elle va bâtir cette protection en utilisant aussi les droits de priorité qui sont des temps offerts à l'entreprise pour être prioritaire sur la protection en direction des marchés où elle veut travailler. Si tu peux passer à la diapo suivante. Ah, c'est plutôt celle relative à la voilà. Donc voilà pour la partie protection, ça vous donne un petit peu les éléments sur lesquels vous allez pouvoir déjà bâtir votre stratégie de protection. Et je laisse maintenant Laure Pradon nous parler des dispositifs de la douane, qui sont des dispositifs assez facilement mobilisables et qui peuvent être une grande aide pour les entreprises face à ces copies. Merci. Donc voilà, donc on va vous présenter, je vais vous présenter en fait ce
vous pouvez faire en fait pour vous mobiliser contre la contrefaçon. Donc là, juste quelques chiffres quand même, parce que c'est vrai que c'est important de le mettre en avant. Le nombre de contrefaçons qui ont pu être saisies en 2021, parce que encore une fois, comme je vous disais, on est là à la fois, on a un double rôle, hein, mais la casquette, en fait, cette double casquette, elle existe pas seulement pour les contrefaçons, hein, pour bien d'autres choses en douane, mais il faut bien se dire qu'on est là pour les contrôles et pour les saisies, mais on est là aussi pour vous accompagner, pour essayer justement d'être le plus efficace possible dans le cadre de votre lutte contre les contrefaçons. Donc, vous voyez là à l'écran le nombre de contrefaçons qui ont pu être saisies. Aujourd'hui, en plus, on voit que le développement du e-commerce a engendré une forte augmentation du nombre de contrefaçons, puisque c'est quand même un moyen quand même très facile finalement d'acheter. Donc, on se retrouve avec des contrefaçons sur le marché et les services sont là aussi pour effectuer des contrôles. Donc, juste pour vous donner une idée, c'est qu'on est à la fois, parce que vous connaissez souvent, en frontière pour arrêter, pour faire du contrôle des personnes, mais on est sur la route aussi pour les marchandises. Vous avez aussi des services d'enquête qui sont là pour aller au-delà des saisies, hein, puisque la saisie seule, c'est aussi démanteler le réseau de manière à ce que ça s'arrête, parce qu'une saisie, c'est très bien, mais l'objectif, c'est que toute la contrefaçon s'arrête, avec un service aussi comme Cyberdouane, qui est un service de traitement sur les réseaux, sur Internet, le Darknet, etc. Donc voilà, il y a vraiment un arsenal, vraiment un vrai pôle de compétences qui existe chez nous pour pouvoir arrêter ces contrefaçons et les saisir et les détruire. Par ailleurs, on va passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. En fait, il y a eu un plan d'action qui a été proposé. Donc, c'est un plan d'action ministériel. Donc, c'est quelque chose qui a été mis en place donc il y a 2 ans maintenant, avec plusieurs axes. Alors, c'est des axes qui sont importants à connaître parce qu'il y a énormément de choses. Donc, vous avez un axe, le premier axe, c'est la coopération. Donc, typiquement, l'INPI, avec lequel on travaille, c'est essentiel parce que la demande d'intervention dont on va parler, hein, qui est vraiment l'outil douanier pour pouvoir lutter contre les contrefaçons pour les entreprises, ne fonctionne qu'avec une collaboration avec l'INPI. Donc, voilà, donc, nous, on collabore avec des institutionnels. On travaille aussi évidemment donc avec les entreprises, puisque vous êtes le point d'entrée qui va permettre en fait nous de travailler sur les contrefaçons. Donc vraiment, il y a vraiment un lien qui doit s'établir avec la douane pour que vous puissiez protéger votre entreprise et vos produits. Et on a aussi sensibilisé les plateformes de e-commerce, donc dont je vous parlais tout à l'heure, où effectivement il y a un fort taux, un risque très élevé de contrefaçon. Et donc, ces plateformes voilà, sont aussi un de nos interlocuteurs pour pouvoir essayer de trouver des solutions et pour pouvoir éviter, pour pouvoir arriver à saisir toutes ces contrefaçons. Le deuxième axe, c'est un axe de renseignement. Donc pour mieux cibler ces contrefaçons, et effectivement, vous êtes aussi à un point d'entrée pour pouvoir nous donner les éléments pour pouvoir faire un ciblage. Une entreprise va nous donner des indications pour pouvoir aller effectivement faire la bonne recherche, parce que ça peut paraître un peu basique ce que je dis, mais pour avoir un bon résultat d'une recherche, il faut avoir les éléments. C'est comme une recherche comme n'importe quelle recherche, si vous avez les bons mots-clés pour chercher, vous allez trouver plus facilement. Et là, c'est effectivement avoir un maximum d'informations pour pouvoir avoir le résultat le plus pertinent. Le troisième axe, c'est un axe de politique de contrôle. Alors, comme je vous le disais, on est là effectivement pour vous accompagner, pour faire des demandes d'intervention, mais nous, on est vraiment là pour faire du contrôle. Alors, les services en uniforme que vous pouvez croiser régulièrement. Et donc, ils identifient vraiment les lieux sur lesquels vous pouvez avoir des contrefaçons. Et typiquement, les contrôles routiers, par exemple, c'est aussi, il y a de fortes saisies, les contrôles à l'arrivée sur le territoire communautaire. Sont aussi un lieu en fait de contrôle qui permettent effectivement d'avoir une présence et des saisies objectives.
Après, vous avez tout un axe sur la politique contentieuse. Alors, ce qu'on appelle la politique contentieuse, c'est l'après finalement. C'est que nous, après, on va aller auprès aussi des tribunaux pour défendre les entreprises aussi. Hein. On est là comme représentant de la loi, on a fait des saisies et on va aller jusqu'aux tribunaux pour pouvoir obtenir des vraies peines à l'encontre des infracteurs. Voilà. Donc, c'est vraiment un axe ministériel. Hein. C'était Olivier Dussopt qui avait présenté ce plan d'action, puisque, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, compte tenu du nombre d'emplois perdus, du montant financier perdu, aussi bien pour les entreprises que pour l'État, ça a vraiment été un sujet primordial qui a été mis en avant. Voilà pour ce qui est du plan d'action de la douane. Donc, je vais vous demander, merci beaucoup, de vous présenter ça. Donc, effectivement, vous avez la phase terminale, en fait, si on peut dire, c'est-à-dire les saisies des marchandises et les destructions des marchandises contrefaites. Mais au préalable, en fait, vous avez aussi un dispositif qui va permettre d'aider finalement les collègues qui sont sur la route ou qui sont en aéroport ou qui vont faire des contrôles à la circulation, de pouvoir aller vers ces contrefaçons et de les saisir complètement. Alors en fait, le statut, pourquoi j'avais noté quel que soit le statut de la marchandise, c'est parce qu'à la fois les douanes, il faut garder en mémoire ça, c'est qu'on est une administration certes française, mais on travaille au niveau européen. C'est-à-dire que nous, la France, est un point d'entrée pour des marchandises tierces. Et les contrefaçons, c'est souvent des marchandises tierces. Ce n'est pas toujours des choses qui sont faites sur le territoire, mais voilà, donc on peut trouver dans les conteneurs typiquement des forts taux de contrefaçon, etc. Je vous notez effectivement que la contrefaçon, c'est une prohibition douanière absolue réprimée en tant que délit, et donc c'est la raison pour laquelle en fait on peut se permettre après d'aller devant les juges pour qu'il y ait des peines données aux contrefacteurs. Donc, je vais vous présenter vraiment quel est le partenariat finalement qui existe avec les entreprises et pourquoi on est là. Donc, je vais juste passer à la slide suivante. Donc, voilà, en fait, la douane, de manière générale, dans l'accompagnement des entreprises, a toujours des outils, en fait. Alors, dans le cadre des contrefaçons, c'est ce qu'on appelle l'ADI, la demande d'intervention. Alors, c'est quoi? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'entreprise, elle est moteur dans sa politique de lutte contre les contrefaçons. Elle va venir vers nous pour nous demander finalement de pouvoir saisir les produits qui seraient contrefaits. L'idée, c'est quoi? C'est la douane dispose de ce document qu'a complété une entreprise pour dire, voilà, quels sont mes produits, quelles sont ces caractéristiques, et moi, je demande à la douane s'il y a des marchandises suspectes de pouvoir les saisir. Le principe, c'est que normalement, nous, on a 4 jours pour garder les marchandises et là, ça étend le délai. Donc, on passe à 10 jours. Donc, effectivement, on a plus de temps pour pouvoir faire les contrôles, vérifier que c'est bien des contrefaçons, etc. Alors, je reviendrai un petit peu après, mais je vais juste vous montrer donc, sur la slide suivante le cadre en fait territorial, parce que comme je vous le disais, l'administration des douanes est une administration européenne et on a 2 cadres juridiques. On a une possibilité au niveau européen et une possibilité au niveau français. Ouais, donc un bon. Alors non, ah voilà, il est là. Demandez où était passée la France. Donc, vous avez en fait 2 bases juridiques. Vous avez effectivement la base juridique au niveau européen. Le règlement, voilà, vous avez le numéro du règlement européen sur lequel on peut travailler pour la lutte contre les contrefaçons et c'est effectivement à l'entrée sur le territoire. Ces demandes d'intervention, elles se font pour un État membre, 2 États membres ou tous les États membres. C'est-à-dire que vous pouvez choisir quand vous allez demander en fait l'aide à la douane que ce soit étendu à d'autres pays de l'Union européenne, de manière à ce que l'intervention puisse se faire à d'autres niveaux que la France. Et vous avez une autre base juridique, voilà, ici, donc c'est sur le code de la propriété intellectuelle. Donc là, c'est plus un règlement communautaire, hein, c'est français. Et donc, sur cette base, on peut faire des contrôles à la circulation.
Voilà l'idée en fait de votre demande. Donc, quand vous allez faire une demande, vous avez le choix de faire l'une, l'autre ou les deux. C'est-à-dire si vous considérez que le risque vraiment est à la fois en interne et en circulation, mais aussi à l'arrivée sur le territoire de l'Union, vous pouvez cumuler les demandes. Ce qu'on vous conseille de faire, puisque voilà, quitte à protéger son entreprise, il faut aller jusqu'au bout et aller déposer les deux demandes. Alors, pour la demande d'intervention, ça va permettre plusieurs choses en fait. Ça va signaler en fait à la douane qu'il y a des possibilités qu'il existe des produits contrefaits pour ces produits. On va pouvoir obtenir des informations complémentaires et en cas de saisie, on va surtout pouvoir échanger avec vous, entreprise, pour savoir est-ce que c'est bien un produit contrefait, est-ce que vous pouvez faire une analyse du produit. Il y a un véritable échange entre les services qui ont saisi les marchandises et l'entreprise. Donc là, vous voyez sur la slide suivante, en fait, c'est qu'effectivement, quand vous faites une demande d'intervention, hein, qu'elle soit européenne ou qu'elle soit nationale, il faut être le plus précis possible. Alors, n'oubliez pas quand même que l'ensemble des demandes d'intervention, c'est couvert par le secret professionnel. Vous avez donc des collègues douaniers, que ce soit ceux qui font le contrôle ou ceux qui, comme nous, vont vous aider à déposer votre demande. On est soumis au secret professionnel, donc toutes les informations, même des informations liées au savoir-faire, etc., sont protégées. Donc voilà, n'ayez pas de limite, mais en tout cas, soyez rassurés sur les données que vous donnez, les données que vous nous fournissez. Laure, je me posais juste une question, et peut-être que les entreprises qui écoutent se la posent. Est-ce que ça a un coût pour les entreprises de faire cette demande d'intervention? Non, bien sûr, en fait, comme tout service public, voilà, on est là pour vous accompagner et c'est une démarche qui est gratuite, hein. Donc, de toute façon, il n'y a pas de souci avec ça. C'est une demande gratuite à déposer auprès de nos services. Effectivement, je ne l'avais pas signalé, mais c'est important de le dire aussi. Il n'y a pas de coût particulier. Donc ensuite, je vais repasser à la diapo suivante parce que je pense que mon temps est un petit peu voilà, comme ça. Et puis celle d'après. Donc une fois en fait que vous allez déposer votre demande d'intervention, je vais repasser à la suivante aussi. Ça permet aux collègues. Il y a juste un petit lag. Pouvoir, Oui, pas de souci. Voilà, vous allez pouvoir indiquer tous les éléments essentiels qui vont permettre de faire vraiment une saisie efficace et concrète. Et surtout, là, j'ai noté destinataire. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a une saisie, les services douaniers vont essayer de contacter l'entreprise de manière à ce qu'il y ait un échange très rapide sur est-ce que c'est bien le produit, est-ce qu'on peut faire une analyse, etc. Donc, pensez vraiment à bien mettre les contacts à jour. J'insiste, ça peut… Voilà. C'est vrai que c'est dommage quand vous avez déposé une demande d'intervention, qu'il y a des saisies qui sont faites, que parce que, et ça arrive dans toutes les entreprises, celui qui avait été noté comme point d'entrée dans l'entreprise est parti en vacances, etc. Pensez à bien mettre à jour vos contacts, de manière à ce qu'on puisse toujours vous joindre quelqu'un dans l'entreprise pour pouvoir saisir et détruire, si besoin, les marchandises. Donc, je vais passer à la slide suivante. Voilà, donc en fait, ça permet quoi? Ensuite, une fois que vous l'avez déposé, ça permet d'avoir une expertise sur les marchandises. Donc voilà, ce lien que je vous disais avec les entreprises, ce contact avec le point d'entrée dans votre entreprise pour vraiment analyser le produit et savoir si c'est un produit qui est contrefait et pour pouvoir aussi valider la suite. Puisque la suite, c'est à la fois la procédure de destruction, c'est-à-dire qu'on considère que voilà, vous avez fait une demande d'intervention, vous validez, je schématise, mais vous validez que les marchandises suspectées sont bien contrefaites. Et donc, dans ce cas-là, on peut procéder à une destruction. On peut aussi aller jusqu'aux poursuites judiciaires et aller devant les tribunaux pour pouvoir vous défendre face aux entreprises contrefaites. Donc, le pouvoir autonome de saisie, c'est parce que nous, effectivement, en ayant le vote pays, on peut déjà saisir avant de communiquer avec vous. Donc, voilà le principe de l'ADI. Donc, l'ADI, elle va se déposer auprès de nos services. Vous avez de toute façon, on vous présentera juste à la fin les contacts au niveau de la région, de la direction régionale de Lyon qui nous contacte et je vous expliquerai qui vous pouvez contacter par ailleurs. Vous faites un dépôt, c'est nous que vous pouvez appeler pour pouvoir déposer cette demande.
Vous avez de toute façon sur le site de la douane, qui est quand même très très complet, il a été fait assez récemment et il est très complet, toutes les informations, comment faire, auprès de qui, c'est la DG, c'est notre direction générale qui traite les demandes, hein, mais on est là pour vous aider à compléter la demande. Voilà, donc je laisse la parole C'est moi à qui Madame prends le relais. Gallet et puis Merci. pour présenter nos contacts. À tout à l'heure. Donc, merci beaucoup parce que voilà, la demande d'intervention est aussi un outil que vous pouvez mobiliser dans ces situations et c'est important de travailler aussi avec la douane sur ces sujets. Alors, autre point qu'on voulait vous mentionner, c'est aussi le fait de communiquer assez largement sur le fait que vous avez des protections mises en place sur vos produits. Donc, ne pas hésiter à utiliser les mentions brevet déposé, marque enregistrée, le modèle, numéro, voilà, à poser sur le produit parce que ça peut quand même montrer votre effort de protection et dissuader d'éventuels contrefacteurs. Donc ça, c'est toujours difficile à mesurer, mais néanmoins, c'est quelque chose qui peut être fait et qui peut aussi avoir son effet. Et puis, dans les situations de partenariat, quand on démarre une collaboration, il est important de faire signer un accord de confidentialité au partenaire. Ça permet aussi de voir sa réaction face à la signature de cet accord. Et puis, quand vous allez collaborer, notamment pour développer des solutions techniques, bien déterminer au sein d'un contrat de collaboration à qui vont appartenir les résultats de cette collaboration et comment les revenus vont être partagés ensuite. Tout ça pour poser un petit peu le décor avec le partenaire et éviter ensuite des litiges qui pourraient émerger dans ces situations de collaboration. Alors, outre la communication, on a aussi un versant qui est important, c'est la surveillance. Donc, on a vu qu'on pouvait solliciter la douane sur des demandes d'intervention. Donc, ça suppose aussi qu'on ait surveillé un petit peu ce qui arrive sur le marché. Et il faut aussi se mettre en situation où on peut être, en tant qu'entreprise, également contrefacteur si on n'est pas vigilant. Donc, il faut être en veille pour bien vérifier et la liberté d'exploitation par rapport à une demande de brevet à déposer, une recherche d'antériorité faite de façon assez élargie quand on souhaite déposer une marque. Enfin, donc, avoir vraiment cette démarche qu'on s'applique aussi à soi-même pour ne pas devenir éventuellement contrefacteur à notre insu ou plus ou moins à notre insu en disant finalement on peut marcher un petit peu sur les plateformes du concurrent. Non, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre aussi en charge et communiquer au sein de l'entreprise à ses salariés ce point d'attention aussi pour éviter d'éventuelles situations litigieuses par la suite. Alors, pour faire ces veilles, donc si tu peux passer à la diapo suivante, voilà, simplement un petit focus sur se protéger de qui, hein, ça peut être vu de façon assez large. On peut bien sûr penser à ses concurrents, ça c'est assez spontané. On peut, quand on est donneur d'ordre, regarder de près ce que fait le sous-traitant et inversement. Le partenariat, j'en ai parlé à l'instant, mais aussi en interne, voir s'il n'y a pas des situations éventuellement qui pourraient émerger sur des employés qui pourraient éventuellement aussi reprendre des créations de l'entreprise suite à un départ. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut avoir de la vigilance, il faut être en veille. On parlait des sacs à main. Je regardais avant de me connecter une décision de justice sur la société Hermès qui a fait condamner des anciens salariés qui avaient contrefait le sac assez célèbre de la marque Hermès qui s'appelle Birkin et donc qui ont pu travailler à la fois sur la création esthétique par le biais du droit d'auteur et la marque, et donc d'anciens salariés ont été condamnés assez lourdement face à cette contrefaçon. Donc, pour faire de la veille, vous avez des outils qui sont proposés et qui sont assez facilement accessibles dans un premier temps avec des outils gratuits. Donc, si Walter, tu peux passer à la diapo suivante. Donc oui, alors premier outil pour vous, c'est vos commerciaux qui vont être sur le terrain, qui vont être dans les salons, qui vont regarder aussi éventuellement sur Internet et peuvent identifier d'éventuels produits contrefaisants. On met quelques exemples à l'écran là pour vous montrer que ça touche effectivement tous les domaines d'activité.
Et donc, pour passer, je passe un peu vite parce que je sais que le temps tourne, mais vous avez des outils aussi qui sont des outils gratuits qui peuvent vous aider à regarder les titres qui vont être déposés par des tiers. Donc, à la fois sur le site DataInky qui permet de travailler en parallèle sur 4 bases de données, base entreprise, base marque, base brevet et base design modèle. Et puis, les sites de l'Union européenne, vous avez EspaceNet qui est mis en ligne par l'Office européen des brevets, TMView et DesignView qui sont les sites aussi de données mis en ligne par l'Union européenne et qui permettent d'avoir des recherches gratuites et sur un grand nombre de pays. Alors, je pense qu'on va passer ces diapos sur la veille, Walter, parce que je pense que c'est important maintenant de laisser la parole à Roger, puis ensuite à Camille de la société Edgine, parce que je pense que la partie dispositif technique intéresse aussi beaucoup les gens qui se sont connectés aujourd'hui. Et ce PowerPoint, vous l'aurez, donc vous pourrez avoir accès à ces slides qui présentent les outils et les veilles que vous pouvez mettre en place gratuitement à partir de ces outils. Merci Cécile. Roger, c'est à toi. Hein. Oui, alors pour étayer effectivement un peu ce sujet de la contrefaçon, on a à l'agence choisi de mettre un peu un focus sur les entreprises qui proposaient des solutions pour lutter contre la contrefaçon. Donc on va aller dans le côté technique plutôt du sujet avec aujourd'hui un travail qui a été fait par notre service d'intelligence économique et territoriale, l'IET, pour identifier globalement les entreprises sur le sol régional qui étaient capables de proposer des solutions en fonction des différentes thématiques et des différentes problèmes de contrefaçon qu'on peut avoir, tant sur le plan médical, pharmaceutique, technique ou autre. Et pour ce faire, donc, vous pourrez effectivement accéder donc à cette cartographie dynamique sur le site qui est indiqué effectivement sur cette slide. Où vous pourrez cliquer dessus et afficher donc la liste et la localisation de ces entreprises. Et pour donc représenter, on va dire un peu ces entreprises, on a choisi Edgine, donc qui est l'entreprise qui est située donc en Savoie au Bourges du Lac, qui propose aujourd'hui quelques solutions dont dont Camille va nous parler. Je laisse la parole, Camille. Merci pour l'introduction et merci pour nous laisser cette chance de présenter donc ces solutions. Si on peut passer à la slide sur Edgine, parfait. On l'a peut-être déjà présenté, mais on intervient donc sur les différents marchés sensibles aux contrefaçons. Vous voyez sur les slides qui est à l'écran les marchés principaux sur lesquels on intervient. Donc Edgine, juste en quelques mots, Edgine, on est une société donc française. On a notre bureau de R&D qui est situé effectivement à Savoie Technolac, donc à côté de Chambéry. Et on développe différents types de solutions dont je vais vous parler pour les sociétés, les groupes, que ce soit dans le marché privé ou pour les gouvernements, pour les aider à détecter les contrefaçons, mais on travaille aussi sur une problématique de marché parallèle. Donc, pour en dire en quelques mots, en fait, notre société travaille sur détecter les faux produits, mais également détecter les vrais produits qui ne sont pas utilisés au bon endroit. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est plus ou moins sensible en termes de consommateurs. On travaille dans l'industrie pharmaceutique. Donc, l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie réglementée. Un faux ou un vrai qui n'est pas au bon endroit, c'est une problématique que cette industrie cherche à détecter. L'industrie cosmétique, même problématique. Les vins et spiritueux. Agrochimie, c'est tout ce qui va être pesticides ou semences. Donc, c'est un marché qui est très affecté par la partie contrefaçon. L'automobile, on ne parle pas de fausses voitures, mais de fausses pièces de rechange, par exemple. Donc, c'est quelque chose que les fabricants de spare parts vont chercher à protéger pour sécuriser toute la chaîne de construction d'une voiture. Le luxe, donc tout à l'heure on a parlé de faux sacs à main, c'est par exemple un vrai problème dans l'industrie. Et enfin, on travaille aussi avec des gouvernements.
Donc là, on va travailler sur des solutions qui peuvent être mises sur les documents d'identité, les timbres de taxes, puisque c'est aussi des produits, enfin, si on peut appeler ça un produit, mais en tout cas, c'est aussi des points qui sont affectés par la contrefaçon. Donc tout ce qu'on fait, ça reste confidentiel, bien entendu, puisque les solutions que les industriels vont utiliser, on se veut rester discret pour leur donner le maximum de force pour détecter les faux. Maintenant, la seule référence publique qui peut être citée par rapport à la collaboration d'Edgine, on travaille par exemple avec le gouvernement canadien dans la protection des pièces d'investissement d'or et d'argent. Donc, on protège toutes leurs pièces d'investissement d'or, argent, pour les aider à détecter les fausses pièces qui circulent. Si on peut passer sur le slide suivant. Ça doit laguer. Ah oui, voilà. Alors, en premier lieu, de solutions qui peuvent être utilisées par des industriels, on va dire les plus communes, c'est ce que vous voyez à gauche, c'est des étiquettes de sécurité. Donc, tout bêtement, c'est des étiquettes d'effraction. Donc, il y a des éléments cachés, des éléments visibles. L'élément visible, par exemple, ça peut être un hologramme. Hologramme qu'on a l'habitude de voir sur des billets de banque. Donc, en tant que consommateur, on est assez sensible à cette partie-là. S'il y a un hologramme, c'est que c'est sécurisé. Donc, ça peut être des éléments visibles comme des hologrammes ou des éléments cachés. Donc, sur ces étiquettes ou sur des packagings, on vient par exemple mettre des encres invisibles. Invisible à l'œil nu, invisible à des lumières d'onde connues comme des UV et des infrarouges. On vient mettre des tagans qui peuvent être détectés comme sur l'image que vous voyez sur la slide avec des lecteurs dédiés. Donc, on viendra voir la présence ou l'absence de ces tagans. Donc, ça, c'est vraiment des outils qu'on met à disposition des industriels. Et si on va sur la slide d'après, on a des outils qui sont plutôt digitaux aussi. Donc, avec l'utilisation du smartphone, on est passé à des solutions digitales. Donc, on a par exemple une technologie propriétaire développée par Edgine qui est une technologie d'empreinte digitale comme pour l'être humain, mais appliquée aux produits. C'est-à-dire qu'on vient capturer un identifiant unique sur chacun des produits de ces industriels ou des gouvernements. Et cette empreinte digitale, ensuite, elle va nous permettre d'identifier et authentifier les produits. Donc, authentifier veut dire si le produit a une empreinte digitale en base de données, c'est qu'il a bien été fabriqué sur une ligne de production autorisée. Si le produit n'a pas d'empreinte digitale, c'est qu'il ne vient pas d'une ligne de production, donc c'est une contrefaçon. Et ça permet aussi de tracer, puisque chaque produit va avoir une empreinte digitale unique, donc on peut suivre le produit sur le marché. Donc ça, c'est par exemple une des technologies qu'on déploie le plus parce qu'elle est totalement invisible et elle offre cette protection ultime aux industriels contre la contrefaçon. Sur le slide suivant, je crois qu'on voit les points d'implémentation. Donc, en fait, ces technologies, on les travaille avec les industriels pour les mettre sur leur ligne de production. Donc, on travaille vraiment avec ces industriels pour protéger les produits directement à la source. Donc, en l'occurrence, sur la dernière technologie que je viens de mentionner, elle est déployée sur des lignes de production et ces lignes de production, on travaille principalement avec des groupes européens, mais aussi avec des groupes américains. Néanmoins, quand on travaille avec ces groupes-là, on protège toutes les lignes. Donc, un groupe européen peut avoir des lignes à la fois en Europe, en Asie ou en Amérique du Nord, et on vient déployer ces systèmes industriels qui viennent protéger les produits directement à la source et qui leur offrent après une solution qui permet d'authentifier. Si on va sur le dernier slide, j'illustre sur ce dernier slide un cas d'application. Donc, c'est un domaine d'une démonstration, ce n'est pas un produit en soi qu'on protège, mais on voit par exemple sur ce dernier slide, quand il va arriver, la protection d'un sac. Donc, par exemple, on viendra capturer cette empreinte digitale sur un sac de luxe et ensuite, avec une application mobile, l'industriel peut vérifier et authentifier ces sacs. Donc, ce type d'application, on l'applique à la fois sur les sacs, comme sur le slide qu'on ne voit pas, et on l'applique aussi sur des médicaments, sur des parfums, sur des semences pour des engrais. On l'applique sur un champ assez varié de produits puisque, comme l'a cité les douanes précédemment,
toutes les industries aujourd'hui sont affectées par le domaine de la contrefaçon et toutes cherchent de manière discrète ou non discrète avec des étiquettes à s'équiper de systèmes permettant de détecter soit par la société la contrefaçon, soit par le consommateur. Donc par exemple dans le domaine des pesticides, on a déployé Edgine des applications qui sont utilisables par les fermiers directement pour détecter les vrais du faux sur le terrain directement par un consommateur. Donc c'est vraiment un différent niveau d'applications qui viendront être vérifiées par les personnes qui sont autorisées par les groupes industriels. J'ai fini ma présentation, donc je laisse la parole à Cécile pour la suite. Merci Camille. Je pense que là, on a voilà, des dispositifs qui peuvent être là aussi des briques finalement dans cette lutte contre la contrefaçon. Donc, on protège, on surveille, on communique, on s'équipe de dispositifs techniques. Et dans certaines situations, on est quand même obligé d'agir quand la copie a lieu. Et pour ça, on a, bon, déjà, premier point à retenir, c'est qu'il faut effectivement avoir, ça s'appuie sur des titres de propriété industrielle ou sur du droit d'auteur. Donc, sans ces titres, pas d'action possible. Et ensuite, voilà, quand on est victime de contrefaçon, il va falloir agir de façon organisée, c'est-à-dire que d'abord, il faut ne pas hésiter à agir, ça c'est le premier point qu'il faut retenir. Et puis, avant de saisir un tribunal, on peut passer par d'autres types d'actions. D'abord, on vérifie qu'on a bien un droit valide, et ça, c'est un des premiers points à regarder. Si tu veux bien passer sur la diapo suivante, Walter, merci. Il faut se faire accompagner par des spécialistes, soit un conseil en propriété industrielle, soit un avocat spécialisé, parce que c'est souvent des actions juridiques qui vont demander une expertise et l'appui d'un professionnel. Et puis, il va falloir aussi collecter des preuves de la contrefaçon. Donc, les dispositifs qui viennent de nous être présentés font partie aussi de l'arsenal finalement de l'entreprise pour s'outiller et pour avoir des preuves. Donc, on peut aussi faire des constats d'huissier. Là, il s'agit d'aller éventuellement faire des achats en boutique d'une contrefaçon par un huissier ou sur Internet ou lors d'une exposition sur un salon pour avoir cet achat qui va se matérialiser par le constat d'huissier. On peut aussi rassembler des photos, des catalogues de tous les produits, enfin voilà, des contrefaits. On va ensuite éventuellement déposer une plainte à la gendarmerie et puis on peut procéder à une saisie contrefaçon effectivement si besoin, ou de la marchandise complètement ou au moins d'échantillons de cette marchandise. Donc, si tu veux bien passer on a un petit écart entre la présentation et l'affichage, c'est pas grave, on va continuer. Donc, les actions qui sont possibles, ce sont des actions qui peuvent être dans un premier temps administratives, par exemple auprès de l'INPI. On peut faire des procédures d'opposition ou des procédures d'annulation. Donc, par exemple, pour une marque, vous voyez une marque d'un tiers, d'un concurrent qui vient créer de la confusion avec la marque que vous détenez, vous allez pouvoir faire une opposition à la demande d'enregistrement. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Et ça va empêcher finalement l'enregistrement d'une marque qui pourrait contrefaire votre marque initiale. Vous pouvez faire également une procédure d'annulation. Donc ça, c'est si la marque a été enregistrée, vous allez pouvoir demander son annulation en faisant valoir les atteintes que ce signe porte à votre signe déposé préalablement. Vous pouvez aussi, alors je ne sais pas Walter, il y a vraiment un gros décalage, mais on était sur la diapo suivante. Donc si tu peux faire passer la diapo suivante. Vous pouvez aussi dialoguer, c'est ce que disait Laure Pradon, avec les plateformes d'e-commerce. Ça, c'est vraiment indispensable, c'est-à-dire que vous devez leur signaler les offres contrefaisantes pour qu'eux les suppriment rapidement et ensuite mettre en place un filtrage sur ces offres contrefaisantes. Donc ça, c'est un point clé aussi parce que plus vous pourrez faire cesser l'apparition de ces offres sur les plateformes, plus ça évitera que votre chiffre d'affaires soit empiété par ces contrefaçons.
Et puis, en dernier lieu, vous pouvez, alors là, tu vas un peu vite, mais c'est pas grave, on va rester sur celle-ci. Vous pouvez saisir le tribunal pour engager soit une procédure au civil ou au pénal, ou les deux, pour essayer d'avoir des dommages et intérêts qui soient versés, faire cesser les actes de contrefaçon, les faire retirer des circuits commerciaux. Et dans les situations d'action au pénal, vous pouvez avoir des amendes qui peuvent devenir assez importantes et des peines de prison. Donc là, on est face à des actions qui sont longues, qui peuvent être assez coûteuses aussi pour l'entreprise à engager. Et c'est vraiment quand on est dans des situations de gros volumes ou alors de situations où il peut y avoir aussi danger pour les consommateurs qu'on peut aller aussi saisir les tribunaux et porter cette action au pénal. Donc, je te laisse passer à la diapo suivante. Dans certains cas, on peut aussi aller vers des négociations. Si vous faites face à une entreprise concurrente qui a contrefait vos produits, mais que vous sentez quand même un acteur économique responsable, vous pouvez l'approcher en lui faisant savoir que vous avez un titre de propriété qu'il est en train d'enfreindre et le mettre en demeure de cesser cette contrefaçon, et puis éventuellement ça peut permettre de rentrer dans une phase de négociation avec cet acteur économique et se traduire par la mise en place d'une licence pour lequel vous obtiendrez des royalties, des revenus, et donc de faire de ce contrefacteur éventuel un partenaire. Donc ça, c'est aussi des actions qui peuvent être faites, qui sont parfois peut-être un peu plus difficiles à manier, mais qui peuvent être intéressantes dans certaines situations. C'est bien, effectivement, il faut vous faire accompagner dans ces cas-là, là aussi, par des professionnels, et bien sûr contractualiser ensuite avec cet acteur pour le faire sortir de sa situation de contrefacteur et qu'il devienne pour vous un partenaire économique. Donc voilà un petit peu les différentes facettes et les différents outils de ces actions qu'on peut mener dans des situations de contrefaçon. Donc si tu veux bien nous afficher la slide qui permet un petit peu de récapituler tout ce qu'il faut retenir. Donc, protégez vos créations, ça c'est le premier point. Ayez ce réflexe. N'hésitez pas à contacter l'INPI sur ces sujets si vous avez besoin d'aide pour formaliser les choses. Rendre la contrefaçon plus difficile, donc là en utilisant des dispositifs techniques qui peuvent vous aider à tracer. Communiquer aussi sur ces actions que vous mettez en place. Il faut le faire savoir que vous êtes regardant, aussi bien en interne qu'en externe. Bien mettre en place les accords de coopération, cerner ces accords, ces coopérations par des contrats de confidentialité, contrats de collaboration. Surveiller la concurrence et votre environnement. Et bien sûr, informer la douane si vous avez besoin de mettre en place une demande d'intervention. Donc voilà, restez en veille, soyez actifs et proactifs même dans ces situations pour protéger vos créations et vos produits. Alors, les aides que vous pouvez utiliser pour ça, l'INPI a différents dispositifs. Ah, on a des diapos qui ont sauté. C'est pas grave. Donc, vous avez le programme Startup qui est dédié justement à l'accompagnement des startups et avec leurs spécificités. On a le prédiagnostic qui permet de faire un état des lieux complet de la situation de l'entreprise, de son portefeuille et des actions qu'elles peuvent mettre en œuvre pour améliorer ses process en termes de protection. On peut aussi aider financièrement les entreprises avec le Pass-Pays, notamment sur les extensions au niveau international ou sur la contractualisation. On a un programme plus large qui est la masterclass qui permet de prendre l'entreprise pendant 6 mois et de l'accompagner par des actions de formation et en collectif et en coaching individuel. Et puis, pour finir, les programmes Alliance Pays qui sont plutôt dédiés pour les relations entre la recherche publique et privée.
et la cartographie des brevets qui permet là d'avoir plutôt un pilotage des innovations d'entreprise grâce au big data. Il y a des représentations cartographiques de domaines technologiques. Voilà. Vous avez le CNAC qui est aussi le Comité national anti-contrefaçon qui permet aussi de vous donner des outils de communication. Et puis bien sûr notre adresse en Rhône-Alpes, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des sujets. Je vois qu'il y a quelques questions qui ont été posées sur des situations problématiques. Donc, n'hésitez pas à reprendre contact si besoin suite à ce webinaire, puisque effectivement, on ne peut pas tout faire C'est souvent des situations qui demandent de la confidentialité, donc n'hésitez pas à nous recontacter si besoin à l'issue du webinaire. Je laisse Laure redonner les contacts de la douane. Oui, merci. Donc voilà, donc la douane, elle est organisée en direction régionale. Donc pour ce qui est des départements 69, 07, Nord-Isère et la Drôme, donc c'est la direction régionale de Lyon. Donc j'ai laissé donc mon nom et le nom de ma collègue, hein, Madame Augusto. C'est un mail générique que je vous invite à utiliser, cce-lyon@douane.finance.gouv.fr avec le numéro de téléphone. Étant entendu que si vous êtes sur d'autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez aussi une cellule conseil aux entreprises à Annecy, à Chambéry et à Clermont-Ferrand qui seront de toute façon là aussi pour vous accompagner et répondre à vos questions. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre, il n'y a pas de souci. Donc, si vous avez un droit de propriété intellectuelle et que vous voulez déposer une demande d'intervention, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, Walter, nous avons une dernière diapo qui ne veut pas s'afficher visiblement. Moi, je suis désolé, il y a eu quelques petites difficultés techniques. C'est des choses qui peuvent arriver. Moi, quand même, qui a tenu jusqu'au bout. Et là, on montre, disons, les contacts aussi côté agence. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des doutes ou vous ne savez pas qui contacter ou vous avez toujours des questions, à me contacter ou à contacter mon collègue Roger Goldschmidt. On est à votre disposition. Vous aurez ces contacts dans la présentation qui sera à disposition à la fin du webinaire. En fait, demain, vous allez recevoir un mail avec la possibilité de télécharger la présentation avec tous les contacts. Et aussi, je vous invite bien à regarder aussi la cartographie dynamique des acteurs qui luttent contre la contrefaçon. Donc maintenant, on a quand même la possibilité de traiter une question qui est restée en suspens. Et c'est probablement Camille. Camille, tu es là? Oui, je suis là. Une question, je pense que c'est plutôt pour toi. C'est quelqu'un qui souhaiterait avoir un peu plus d'explications sur les marchés parallèles de l'agrochimie. Alors, en agrochimie, on intervient principalement avec la fourniture d'étiquettes de sécurité qui sont posées soit sur des sacs, soit sur des bidons, soit sur des bouteilles. Et ces étiquettes de sécurité, elles comportent plusieurs fonctionnalités. La première, c'est une fonctionnalité de preuve d'effraction. Donc, c'est-à-dire si on vient l'enlever, l'étiquette se détruit et laisse une trace sur le produit. La deuxième, c'est une preuve d'authenticité. Donc, c'est des étiquettes qui sont ouvertes envers le consommateur, donc elles sont visibles, elles sont volontairement visibles pour indiquer au consommateur qui peut authentifier, c'est-à-dire, je sais pas si je vais couper juste ma webcam, j'ai une indication comme quoi mon réseau est mauvais, mais donc c'est des étiquettes qui peuvent être authentifiées par le consommateur dans le sens où elles sont visibles, il y a un code qui leur ouvre une application mobile qui leur permet de scanner, reporter et indiquer des informations suite à ce problème, à ce produit, et avoir une indication immédiate si c'est un faux ou un vrai par rapport à des technologies qu'on aura implémentées dans ces étiquettes. Chacune peuvent être différentes et c'est vraiment la particularité de l'étiquette. Et deuxièmement, elles permettent aussi dans un deuxième niveau aux marques de, elles, irréfutablement authentifier les bouteilles. Ensuite, sur la partie marché parallèle, il faut savoir que nos technologies sont unitaires, c'est-à-dire que chaque produit est marqué unitairement, donc à son propre identifiant, soit de manière visible, soit de manière invisible.
Et les marchés parallèles sont traités de sorte que quand on authentifie, on vérifie si l'utilisation est soit sur le bon territoire par rapport à des réglementations, typiquement l'industrie a fabriqué ce produit pour le marché européen, mais le consommateur le scanne sur le territoire africain, il y a une alerte immédiate comme quoi il y a un flux qui est en train d'être détecté entre l'Europe et l'Afrique sur tel produit. Deuxièmement, il y a aussi la partie marché parallèle au revendeur prêt, c'est-à-dire qu'on peut engager le consommateur ou la personne qui scanne à définir où il a acheté ce produit. Et donc, la marque peut être apte à vérifier si ce point de revente est le même que celui sur lequel il a mis en vente le produit et donc détecter d'où vient la source du marché parallèle. Tout ça, en fait, c'est quand on rencontre un industriel, on travaille beaucoup sur sa problématique. La plupart du temps, c'est la mix des deux. C'est rarement juste de la contrefaçon. C'est des vrais produits qui sont migrés vers d'autres marchés et c'est aussi des faux produits. Donc, en fait, on vient faire un mix de technologies pour permettre d'adapter aux problématiques du produit et de définir les seuils d'alerte qu'on veut avoir. Si c'est du flux entre pays, si c'est du flux entre revendeurs, si c'est du faux, si c'est du vrai qui transite, tout ça, c'est configurable au produit. Merci Camille. D'ailleurs, ce qui était vraiment intéressant, ce que tu dis, est qu'effectivement, on parle beaucoup de contrefaçon, mais derrière, il y a les enjeux aussi de traçabilité, et dans lesquels donc un produit peut être bien évidemment originel, mais se trouver dans des lieux où il ne faudrait pas qu'il soit. Donc, cette capacité à pouvoir tracer exactement aussi les mouvements des marchandises qui peuvent provoquer des impacts économiques négatifs, hein, avec la circulation des produits dans des lieux où il ne faudrait pas qu'ils soient, est important en même temps que la contrefaçon elle-même. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette partie des marchés parallèles, marchés gris, dans tous les secteurs d'activité, qui c'est vraiment une partie complémentaire de la partie contrefaçon. Alors, on est arrivé au bout de ces webinaires. Effectivement, on a donné un aperçu de la thématique pour tout ce qui concerne la protection des savoir-faire, pour tout ce qui concerne aussi les possibilités d'agir derrière. Évidemment, je vous invite puis à regarder avec calme ou les replays qui seront à disposition par la suite ou les présentations qui ont été réalisées. N'hésitez pas à nous contacter. Moi, de ma part, je remercie tous les intervenants, donc qui ont donné vraiment une belle vue générale des différentes problématiques en jeu. Donc, merci Camille, merci Laure, merci Cécile et merci Roger. Hein. Et je remercie aussi tout le monde pour la patience jusqu'au bout. Juste une chose avant qu'il clôture ce webinaire, à la fin, il apparaîtra un petit questionnaire. Il y a juste 3 questions, pas plus. Je vous invite vraiment à les renseigner. Ça nous donnera aussi des pistes pour nous améliorer. Déjà, on a une qui est un peu plus technique, mais il y en a aussi d'autres plus intéressants au niveau du contenu et au niveau de comment on peut vous aider sur les différentes thématiques ou problématiques que vous rencontrez. Donc, encore une fois, merci à tout le monde et je vous invite alors à une prochaine. Allez. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée.